au dîner de Noël, mon riche grand-père nous a tendu à chacun un chèque. Mes parents ont ri, c'est juste pour la frime, encore un faux chèque. J'ai souri et j'ai soigneusement rangé le mien. Le lendemain matin, la banque a appelé, un seul chèque a été encaissé. Grand-père a juste dit. Bien. Maintenant je sais qui est sincère. Au dîner de Noël, Papy Walter fit glisser 3 enveloppes blanches sur la table polie de la salle à manger. Un petit cadeau de Noël pour chacun de vous, dit-il, la voix basse. Mes parents éclatèrent de rire instantanément. Maman leva les yeux au ciel, son sourire crispé. Oh, papa, on refait le coup du faux chèque cette année. Trop mignon, gloussa papa en faisant tourner le vin dans son verre. Cet homme adore ses blagues. Joue le jeu, samedi, je ne ris pas. Je regardais papy. Il avait l'air fatigué. Je dis simplement, merci, papy, et je glissai l'enveloppe dans la poche de mon manteau. Mes parents continuèrent à parler de leur nouvelle voiture. Ils pensaient que c'était un autre de ces jeux, une autre blague inoffensive d'un vieil homme. Ils n'en avaient aucune idée. Moi non plus. Pas vraiment. Mais le lendemain matin, je me rendis à la banque. Je me sentais étrange, comme si je faisais quelque chose de mal. Je tendis le chèque à la guichetière. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle leva les yeux, son visage professionnel et clair. Votre dépôt a été validé, mademoiselle Reed. Et juste comme ça, avec ces quelques mots, ce n'était plus une blague. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous me regardez. Je m'appelle Samantha Reed. J'ai 30 ans. Je dois vous parler de ma famille, de mes parents, Charles et Denise Reed. Pour comprendre ce qui s'est passé avec le chèque, vous devez les comprendre. Vous devez comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Mes parents se souciaient d'une chose plus que toute autre, avoir l'air parfait. Leur vie entière tournait autour de l'image. Nous vivions dans une grande et belle maison, dans un quartier où toutes les maisons étaient grandes et belles. Les pelouses étaient parfaites. Les voitures étaient neuves. Ma mère, Denise, avait choisi notre maison parce qu'elle avait un grand escalier en colimaçon. Elle disait que c'était impressionnant, et bon pour les premières impressions. L'intérieur de la maison était tout aussi impressionnant, et tout aussi froid. Nous avions un salon dans lequel personne n'avait le droit de vivre. La moquette était blanche. Les canapés étaient blancs. Ils étaient recouverts d'un tissu cher, rêche et inconfortable. Ma mère les avait choisis dans un magazine. N'est-ce pas élégant, Samantha, demandait-elle. Je me contentais de hocher la tête. Une fois, je renversai une petite goutte d'eau sur ce canapé blanc. J'avais 8 ans. À la façon dont ma mère cria, on aurait cru que j'avais mis le feu à la maison. Elle frotta la tâche pendant 1 heure, le visage crispé et furieux. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses, chuchota-t-elle. Mais elle me regardait droit dans les yeux. Après ça, je ne retournai plus jamais seul dans cette pièce. Mon enfance fut une série de séances photos. Ma mère était obsédée par nos photos de famille. Chaque Noël, chaque Pâques, chaque vacances, nous devions poser. Nous devions avoir l'air heureux. Nous devions avoir l'air parfait. Je me souviens d'une photo de Noël. J'avais 12 ans. Ma mère nous avait acheté à tous des pulls rouges assortis. Ils piquaient. Je faisais la moue. Samantha sourit. Mon père, Charles, lança sèchement. Il se tenait près de la cheminée, une main dans la poche, s'exerçant à son propre sourire détendu. Ça pique, dis-je. Arrête ça, dit ma mère, sa voix basse et tranchante. Elle m'attrapa les épaules et me tourna vers l'appareil photo. Ton père et moi travaillons dur pour te donner cette vie. Le moins que tu puisses faire, c'est d'avoir l'air reconnaissante pour une photo. Maintenant, souris. Alors, je souris. C'était un faux sourire crispé. Mes yeux avaient l'air tristes. Ma mère adorait cette photo. Elle disait que nous ressemblions à une photo de magazine. Elle l'encadra et la posa sur le piano à queue. Le « travail acharné » était leur expression favorite. Nous avons travaillé si dur pour cette vie, disait-il lors des fêtes. Mes parents adoraient les fêtes. Ils adoraient remplir leur maison parfaite d'autres personnes parfaites. La maison se remplissait de rires faux et bruyants, et d'une odeur de vin cher et de parfum. Mon rôle à ces fêtes était d'être la fille parfaite et silencieuse.
Je portais une robe que ma mère avait choisie. Je souriais aux adultes. Je proposais de prendre leur manteau. Puis, quand personne ne regardait, j'allais dans ma chambre pour lire un livre. Une fois, une femme que je ne connaissais pas me suivit à l'étage. Elle cherchait les toilettes. Elle me vit assise sur mon lit en train de lire. Elle sourit. « Tu te caches ?» J'acquiesçai. Elle regarda ma chambre. C'était la seule pièce de la maison qui semblait habitée. J'avais des posters au mur. J'avais un bureau en désordre. « Tes parents sont un peu spéciaux, dit-elle. Puis elle rit, un peu embarrassée. Je suis Madame Gable. Plus tard, j'entendis ma mère lui parler près des escaliers. Oh, Samantha est si timide, dit ma mère de sa voix de fête, aiguë et enjouée. Elle est dans sa phase ingrate. Nous espérons qu'elle en sortira. Je n'étais pas timide. Je n'aimais simplement pas leurs amis. Je n'aimais pas le bruit. Je n'aimais pas la fausseté. La vérité, c'est que le travail acharné de mes parents était un mensonge. La maison parfaite, les voitures neuves, les fêtes, les canapés blancs. Tout venait d'un seul endroit. Tout venait de mon grand-père, Walter Reed. Papy Walter ne ressemblait en rien à mes parents. C'était un autodidacte. Il avait créé une entreprise de construction avec un seul camion et 2 échelles. Il en avait fait l'une des entreprises les plus grandes et les plus respectées de l'État. Il était riche à l'ancienne, le genre d'homme qui cirait encore ses propres chaussures et lisait le journal avec les doigts tachés d'encre. Mon père travaillait dans l'entreprise. Son titre était vice-président du développement, mais un été, j'avais aidé mon grand-père avec ses papiers de bureau. J'avais vu les chiffres. Le développement de mon père consistait principalement à jouer au golf et à emmener des clients à des déjeuners coûteux. L'entreprise de papy payait pour la maison de mes parents. Elle payait pour leur voiture. Elle payait pour les tapis blancs. Mes parents aimaient l'argent de papy, mais ils avaient honte de lui. Il était trop authentique. Il était trop direct. Il portait des costumes démodés. Il buvait du café bon marché. Je me souviens d'une fête. Un homme parlait d'action avec mon père. Papy s'approcha. « Vous n'investissez pas en actions, Walter » dit l'homme en riant. « Non » dit papy. Sa voix était profonde et assurée. « J'investis dans l'acier, le béton, et les gens qui arrivent à l'heure, des choses que l'on peut toucher. » L'homme parut confus. Mon père devint rouge. Il changea rapidement de sujet. « Encore du vin, quelqu'un ?» Plus tard cette nuit-là, j'entendis mes parents se disputer dans leur chambre. « Il m'a humilié, Denise » dit mon père, en parlant d'acier et de béton comme un simple ouvrier. « Je sais, Charles. »« Je sais » dit ma mère, la voix lasse. « Il ne comprend pas, tout simplement. Il vient d'une autre époque. Ils adoraient l'exhiber. Il était leur preuve. Mon père, celui qui a bâti cette ville, disait mon père en passant un bras autour des épaules de papy pour une photo. Mais ils n'ont jamais aimé ses valeurs. Ils ne l'ont jamais écouté. Ils le voyaient comme leur banque personnelle, une banque vieille et un peu tatillonne, mais qui leur donnerait toujours de l'argent. Ils n'auraient jamais cru que la banque fermerait un jour. Pour mes parents, j'étais un échec. J'étais leur plus grande déception. Ce n'était pas quelque chose qu'ils disaient à voix haute. Pas avec ces mots exacts. Ils étaient trop polis pour ça. Ils utilisaient d'autres mots. Samantha cherche juste sa voix. Elle est créative. Elle gâche son potentiel. C'était leur expression favorite. Gâcher son potentiel. La définition du succès de mes parents était très étroite. Cela signifiait une grande maison dans leur quartier. Cela signifiait un vrai travail, comme médecin, avocat, ou vice-président du développement. Cela signifiait épouser quelqu'un qui avait aussi un vrai travail et une grande maison. Je n'avais rien de tout cela. Je vivais dans un 2 pièces à Portland. C'était petit. Les planchers craquaient. La cuisine était minuscule. Mes parents détestaient ça. C'est si petit, dit ma mère la première fois qu'elle vint. Elle regarda mon vieux canapé confortable comme s'il était porteur de maladie. Et le quartier, Samantha. Tu te sens en sécurité ici? J'adore, maman, dis-je. Et c'était vrai. Mon appartement était à moi. Les murs étaient peints d'un jaune doux et chaleureux. Mes croquis de design et mes peintures préférées étaient épinglés partout.
Mes étagères débordaient de livres. C'était un espace pour vivre, pas pour se montrer. C'était en désordre. C'était confortable. C'était authentique. Mon travail était l'autre problème. J'étais décoratrice d'intérieur indépendante. Une décoratrice, demanda mon père quand je le lui annonçai. Une designer, papa. J'aide les gens à rendre leur maison fonctionnelle et belle. Il n'y a pas d'argent dans les nuanciers de peinture, Sam, dit-il en secouant la tête. C'est un passe-temps. Tu as gaspillé un diplôme universitaire pour un passe-temps. Tu aurais dû faire des études de droit. J'ai failli faire des études de droit. Ils me poussèrent si fort. Un diplôme de droit est si respectable, disait ma mère. Pense au potentiel. J'étais malheureuse. Je pleurais un soir, en essayant d'étudier pour l'examen d'entrée, quand papy Walter appela. Tu as l'air mal en point, dit-il. Je vais bien, papy. Non, ce n'est pas vrai. On dirait que tu avales des cailloux. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je lui racontai tout. Je lui dis que je ne voulais pas être avocate. Je lui dis que je voulais créer des choses. Je voulais travailler avec la couleur, la lumière et l'espace. Je voulais aider les gens. Il resta silencieux un long moment. Je crus qu'il était en colère, lui aussi. D'accord, dit-il finalement. Viens samedi. Mets de vieux vêtements. Quand j'arrivai chez lui, il ne m'emmena pas au salon. Il m'emmena dans son atelier, dans le garage. C'était un grand espace poussiéreux qui sentait la sueur et l'huile. Il montra un tas de vieux bois dans le coin. J'ai besoin d'une table pour mon entrée, dit-il. Construisons en une. Nous passâmes tout le week-end dans ce garage. Il ne se contenta pas de me dire quoi faire. Il m'apprit. Il m'apprit à mesurer, à couper. Il m'apprit les différents types de bois, le grain du bois, les assemblages. Ce n'est pas la peinture qui compte, Sam, dit-il en passant la main sur un morceau de chêne lisse et poncé. La peinture, c'est la partie facile. Ce sont les os, la fondation. Si les assemblages sont faibles, la table tombera. Peu importe la beauté de la peinture. J'avais mal aux mains. J'avais des ampoules. J'avais de la sueur dans les cheveux. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Quand nous eûmes fini, nous avions une petite table, simple et belle. Elle était solide. C'est du vrai travail, Sam, dit-il en posant une main lourde sur mon épaule. Du travail honnête. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. J'ai toujours cette table. Elle est dans mon minuscule appartement. Je pose mes clés dessus tous les jours. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Papy Walter était le seul qui comprenait. Il était le seul à me poser des questions sur mon travail, pas sur mon salaire. Il m'appelait, « Quel problème résous-tu aujourd'hui, Sam ?» Je lui parlais d'un petit appartement sans rangement. Ou d'une nouvelle famille sans argent pour une chambre de bébé. « Et qu'as-tu fait ?» demandait-il. Je lui expliquais mes idées. Je construis un banc avec du rangement en dessous, et je peins les murs d'une couleur qui fera paraître la pièce plus grande. Bien, grogna-t-il. Intelligent, honnête. C'est ma fille. Il était le seul à me voir. Mes parents voyaient mon potentiel gâché. Papy voyait mon travail. Il avait un dicton. Je l'entendais le dire souvent. Généralement, après avoir vu quelqu'un être impoli, tape à accent grave l'œil ou faux, il les observait, les yeux perçants. Puis il me regardait et disait, « L'argent ne teste pas les gens, Sam. » La gratitude, si. Je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était juste un de ces dictons de grand-père. « Que veux-tu dire, papy ?» lui demandai-je une fois. Nous étions dans un restaurant. Il venait de laisser un pourboire de 50% à la serveuse qui avait l'air épuisée. « Tu observes comment les gens traitent ceux dont ils n'ont pas besoin, » dit-il en sirotant son café noir. « Tu observes comment ils disent merci. Tu observes s'ils le pensent vraiment. Une personne peut avoir tout l'argent du monde, mais si elle n'est pas reconnaissante, elle est pauvre. Elle est juste une pièce vide. » Je hochai la tête. Je pensais avoir compris. Mais non. Pas vraiment. Je n'avais jamais réalisé que pendant toutes ces années, il ne faisait pas que m'enseigner. Il m'observait. Et il observait mes parents. Il disait toujours, l'argent ne teste pas les gens.
La gratitude, si. Je n'avais juste jamais réalisé que notre dîner de Noël, c'était le test final. La pièce sentait le pain et le canard rôti. C'était le dîner de Noël. Chez mes parents, bien sûr. Ma mère avait planifié le menu pendant des semaines. La table était parfaite. C'était une longue table en bois sombre, polie jusqu'à briller comme un miroir. Elle était dressée avec sa plus belle porcelaine, les assiettes avec le mince liseré de feuilles d'or. Les verres en cristal captaient la lumière des bougies et projetaient de petits arcs-en-ciel sur les murs blancs. Le centre de table était immense. C'était une montagne de branches de pin, de boules d'argent et de baies rouges. Il était si grand que je pouvais à peine voir mon père assis en face de moi. L'atmosphère était guindée. Noël avec mes parents n'était pas amusant. C'était une performance. Ma mère, Denise, portait une robe en soie rouge. Sa coiffure était parfaite, mais son sourire était crispé. Elle était inquiète. « Charles, penses-tu que le canard est trop sec ?» chuchota-t-elle à mon père. « Il est très bien, Denise. »« Tout est très bien, » dit-il, mais il ne la regardait pas. Il vérifiait son téléphone sous la table. Probablement en train de consulter la bourse. « Je veux juste que tout soit parfait pour ton père, » dit-elle. Papy Walter était assis en bout de table. Il paraissait petit dans l'immense chaise à haut dossier. Il portait un vieux pull en laine vert foncé. Il était propre, mais il était vieux. Je voyais ma mère le regarder. Je savais qu'elle pensait que ce n'était pas approprié pour sa table de Noël parfaite. J'essayais juste de me faire invisible. Je portais une simple robe noire. Je sirotais mon eau. Je comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi, dans mon petit appartement tranquille. La conversation tournait entièrement autour de mes parents. Notre voyage à Aspen était tout simplement divin, dit ma mère à papy. Nous pensons y acheter un petit pied-à-terre. Oh, dit papy. Il n'avait pas touché à son canard. Vous avez déjà une maison ici. Oh, papa, rit maman. Ce rire aigu est faux. C'est un investissement. Charles est si intelligent en matière d'investissement. C'est vrai, Charles, demanda papy. Le marché est très solide, Walter, dit mon père en bombant le torse. Il faut savoir quand agir. J'observai papy. Il se contenta de hocher lentement la tête. Il prit une bouchée de canard. Il mâcha. Il avait l'air fatigué. Après le plat principal, ma mère débarrassa les assiettes. Elle apporta un dessert sophistiqué, quelque chose avec du chocolat et des flocons d'or dessus. Puis papy se racla la gorge. C'était un son léger. Mais dans cette grande pièce silencieuse, il résonna comme un tambour. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il. Mes parents s'arrêtèrent. Ils le regardèrent. Il fouilla dans sa poche et en sortit 3 enveloppes blanches, simples, de format commercial. Il en fit glisser une sur la table vers mon père. Il en fit glisser une vers ma mère, et il en fit glisser une le long de la table, vers moi. Un petit cadeau de Noël pour chacun de vous, dit-il, la voix basse. Mes parents se regardèrent, puis ils rirent. Ma mère, Denise, rit la première. C'était son rire de fête, aigu et tintant. Oh, papa, dit-elle en prenant l'enveloppe mais sans l'ouvrir. Tu joues encore au Père Noël, hein? C'est si mignon. Elle s'éventa avec l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est cette année? Un chèque pour 1 million de « Je t'aime » Mon père, Charles, gloussa. Il eut un sourire narquois. Il prit son enveloppe, la tapota sur la table. Cet homme adore ses blagues, dit-il. Il me regarda. Joue le jeu, samedi. Il adore ça. Il n'ouvrit pas la sienne non plus. Il la posa juste à côté de son verre de vin, comme si c'était une serviette. Je ne ris pas. Je regardais papy, et il me regardait. Ses yeux. Je n'oublierai jamais ses yeux. Ils ne pétillaient pas. Ils n'étaient pas heureux. Ils étaient tristes. Profondément, profondément tristes. Il avait l'air épuisé. Il regarda ma mère rire de son cadeau. Il regarda mon père le dédaigner. Puis ses yeux croisèrent les miens. Je pris mon enveloppe. Merci, papy, dis-je. Ma voix était basse. Il soutint mon regard. Et juste une seconde, il hocha la tête. Un hochement de tête minuscule, presque invisible.
Et avant de détourner le regard, il dit quelque chose si doucement que mes parents ne l'entendirent pas. Garde-le en sécurité. Mon cœur fit un étrange petit bond serré. Garde-le en sécurité. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je tins l'enveloppe sur mes genoux. Elle semblait lourde. Elle semblait importante. Ma mère avait déjà oublié la sienne. Elle l'avait posée sur le buffet, à côté d'une pile d'assiettes à dessert sale. Elle parlait déjà de ses projets pour la fête du Nouvel An. Mon père avait glissé la sienne dans la poche de sa veste de costume, probablement sans même y penser, comme on mettrait en poche une carte de visite qu'on prévoit de jeter. La blague était terminée. La performance continuait. Je glissai mon enveloppe dans la poche de mon manteau. Je mis ma main dans ma poche et je la tins fermement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pas encore. Mais je savais, au plus profond de moi, que quelque chose venait de se briser. J'étais assise là, à cette table parfaite et polie, et je sentais la fissure. La fondation cédait. En partant, je serrai Papy dans mes bras. Au revoir. Son étreinte était plus forte que d'habitude. Il me retint une seconde de plus. Conduis prudemment, Sam, dit-il dans mes cheveux. Je le ferai, Papy. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon enfant, chuchota Théil. Tu es une bonne fille. Tu es authentique. Mes parents firent un signe depuis leur porte d'entrée parfaite. La lumière de leur lustre se déversait sur la pelouse parfaite. Joyeux Noël, cria ma mère. N'oublie pas d'appeler ta tante. Il fermait déjà la porte. Il passait déjà à autre chose. Je restai assise dans ma voiture froide pendant une minute entière, la main dans ma poche, serrant cette enveloppe blanche. Cela n'avait pas l'air d'une blague. Le trajet de retour vers mon appartement à Portland fut silencieux. Les rues étaient presque vides. Les lumières de Noël défilaient, floues, devant mes fenêtres, rouges, vertes et bleues. Le chauffage de ma voiture était en panne, alors j'avais froid. Je conduisais d'une main sur le volant, et l'autre dans la poche de mon manteau. Mes doigts enroulés autour de l'enveloppe. Garde-le en sécurité. Ces mots résonnaient dans ma tête. Si mignon. Le rire de ma mère résonnait aussi. Cet homme adore ses blagues. Le sourire narquois de mon père. J'avais la nausée. Je sentis une colère froide et lourde s'installer dans mon estomac. Il ne les avait même pas ouvertes. Il n'avait même pas regardé. Il s'était moqué de lui. Il s'était moqué de son cadeau, droit dans son visage. En arrivant à mon immeuble, je montai les escaliers en courant. J'avais hâte d'être dans mon propre espace. Je verrouillai la porte derrière moi et m'appuyai contre, respirant fort. Mon appartement était désordonné et chaleureux. J'allumai une petite lampe. J'enlevai mon manteau et le jetai sur mon canapé usé. Je me fis une tasse de thé, mes mains tremblant un peu. Je m'assis par terre, le dos contre le canapé. L'enveloppe était sur la table basse. C'était juste une enveloppe commerciale blanche et simple. Mon nom, Samantha Reed, était écrit sur le devant, de son écriture forte et familière. Je la fixai un long moment. Une partie de moi avait peur de l'ouvrir. Et si c'était une blague? Et si c'était un faux chèque pour 1 million de câlins? Après tout ce drame, après ce sentiment pesant, je me sentirais si stupide. Et si c'était vrai? Je la pris. Je glissai mon doigt sous le rabat et l'ouvris avec précaution. Je ne voulais pas la déchirer. J'en sortis le papier. C'était un chèque. Un vrai chèque de banque, de sa banque personnelle. Mes yeux se posèrent sur la ligne, à l'ordre de « Samantha Reed ». Puis mes yeux se posèrent sur la petite case avec les chiffres. Mon souffle se coupa. 100 000 $. Je le lus encore et encore. La signature en bas était la sienne. Walter Reed. C'était vrai. J'étais assise là, sur le sol de mon petit appartement, et je fixais simplement. Ma poitrine était serrée. Je crois que j'étais censée être heureuse. Je crois que j'étais censée être excitée. J'aurais dû sauter de joie. Je suis riche, n'est-ce pas? Je ne ressentais rien de tout ça. Je me sentais lourde. Je ressentais un poids incroyable et écrasant. Ce n'était pas un cadeau. C'était une déclaration. C'était un test. Et mes parents avaient échoué. Ils leur avaient donné la même enveloppe, la même chance.
Et ils avaient ri. Ils l'avaient jeté sur le buffet, à côté des ordures. Ils le savaient. Ils savaient qu'ils le feraient. Ils m'en avaient donné une aussi. Et j'avais dit, merci. Ce n'était pas un test pour moi. C'était un test pour eux. Ils me montraient juste les résultats. Je ressentis une vague soudaine et chaude de respect pour mon grand-père. C'était si vif que ça faillit me faire mal. Il était plus intelligent que tous. Il était plus fort. Et je ressentis une tristesse profonde et froide pour mes parents. Ils étaient si aveugles, si perdus dans leur monde de tapis blanc et de potentiel qu'ils ne pouvaient pas voir une chose réelle quand elle était juste devant eux. Je ne savais pas quoi faire du chèque. L'encaisser me semblait mal. C'était comme de l'argent. Et il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de quelque chose d'autre. Je me levai et allai à mon bureau. Sur mon bureau, il y a une petite boîte en bois sombre. Elle a un couvercle lisse. C'est la table que j'ai construite avec papy dans son atelier. J'y garde mes vrais trésors. J'ouvris le couvercle. L'odeur du cèdre et du vieux papier emplit l'air. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Il y a la photo de moi et lui, couvert de sueur, souriant à l'appareil photo. Il y a une lettre que ma meilleure amie Zoé m'a écrite quand j'ai déménagé à Portland. Une lettre qui dit « Tu es courageuse ». Il y a une petite fleur séchée du premier bouquet qu'un client m'ait jamais offert. Des choses qui comptaient. Je pris le chèque. Je le pliai une fois. Je le plaçai à l'intérieur de la boîte, juste au-dessus de la photo. Je refermai le couvercle. Cela semblait juste. Il était en sécurité. Il était à sa place. C'était un symbole de respect. C'était la preuve qu'il me voyait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser, que dois-je faire? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la gueule de bois. J'ai fait du café. J'ai fixé la boîte en bois. 100 000 $. C'était une somme qui changeait la vie. Elle paierait mes prêts étudiants. Elle me permettrait de louer un vrai studio de design. Elle me donnerait la sécurité. Une nouvelle pensée s'est insinuée, une petite pensée laide. Et si mes parents avaient raison? Et si c'était un jeu? Et si c'était le vrai test? Et s'il attendait de voir ce que j'allais faire? Si je l'encaissais immédiatement, est-ce que cela ferait de moi une personne avide? Serais-je aussi mauvaise qu'eux? Si je ne l'encaissais pas, est-ce que je manquerais de respect à son cadeau? Serais-je une idiote? Je me sentais confuse. J'avais l'impression d'être dans une de ces histoires avec une énigme. Je devais savoir. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour savoir si c'était réel. Est-ce que toute cette folie était réelle ou est-ce que je l'imaginais? Le plan dans ma mémoire dit, la curiosité l'a emporté. Mais ce n'était pas seulement de la curiosité. C'était un besoin de vérité. Je me suis dit que je ne l'encaissais pas. Je vérifiais juste. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à me connecter. J'ai sorti le chèque de la boîte. J'avais l'impression de faire quelque chose de mal, comme si je le trahissais. Je l'ai posé à plat sur la table. Dépôt mobile. J'ai pris une photo du recto. Ma main tremblait. La photo était floue. Je l'ai reprise. J'ai pris une photo du verso. Pour dépôt mobile uniquement. L'application a tourné un instant. Dépôt soumis pour 100 000 $. J'avais la nausée. J'ai remis le chèque dans la boîte en bois. J'ai refermé le couvercle. Je me sentais petite. J'avais l'impression d'avoir pris ce beau et lourd symbole de respect et d'avoir juste essayé de le transformer en argent. Je me sentais comme mes parents. Les heures suivantes furent une torture. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé mon téléphone. J'ai essayé de travailler. Je ne pouvais pas. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais. J'attendais l'email des chèques de dépôt. J'attendais l'avis de fonds insuffisant. J'attendais le texto, c'était une blague, de papy. J'attendais un signe, j'attendais de savoir ce qui était réel. Le mot « soumis » restait suspendu sur l'écran de mon téléphone. J'ai posé le téléphone face contre table sur ma table basse. Je me sentais sale. Je me sentais vile. Que avais-je fait? J'avais pris son cadeau, son test,
et je l'avais traité comme un billet de loterie. Je suis allé à la cuisine et je me suis lavé les mains, mais la sensation ne voulait pas partir. J'ai passé l'heure suivante à faire les 100 pas dans mon appartement. Je me disais qu'il serait rejeté. La banque enverrait un email d'échec de dépôt. Alors je saurais. Je saurais que tout était un jeu, et je remettrais le chèque dans la boîte, et je ne le regarderais plus jamais. Ce serait la fin. J'espérais presque que ça échoue. Mon téléphone était silencieux. Le silence était assourdissant. Après une autre heure, je n'en pouvais plus. J'ai pris le téléphone. Mon application bancaire était toujours ouverte. J'ai rafraîchi la page. Mon cœur s'est arrêté. Il ne s'est pas juste arrêté. J'ai eu l'impression qu'on l'avait attrapé et serré. Le statut, en attente, avait disparu. Le chèque était listé sous « Transaction terminée » et mon solde compte, le nombre en haut de l'écran, il avait changé. Je regardais un nombre avec 5 zéros à la fin. C'était réel. Le dépôt n'avait pas échoué. Il n'avait pas été arrêté. Ce n'était pas une blague. C'était réel. Votre dépôt a été validé. Les mots du plan étaient dans ma tête, mais l'application était juste devant mon visage. C'était juste un nombre sur un écran, mais c'était comme si une montagne venait d'atterrir dans mon salon. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé. C'était réel. Je me suis assise. J'ai mis ma tête dans mes mains. Je n'étais pas heureuse. J'étais terrifiée. Parce que si mon chèque était réel, cela signifiait que leur chèque était réel aussi. Et ils avaient ri. Ils les avaient laissés sur la table. Oh mon Dieu, je ne savais pas quoi faire. Devrais-je les appeler? Maman, papa, ce chèque dont vous avez ri, il était vrai. Devrais-je appeler papy? Papy, pourquoi as-tu fait ça? Je n'ai rien fait. Je suis juste restée assise là, figée. Le nombre sur l'écran de mon téléphone semblait brûler un trou dans mon appartement. Je suis restée assise là peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Je ne sais pas. Puis mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé. Maman. Mon sang s'est glacé. Ça y est. Le coup près allait tomber. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai essuyé ma main moite sur mon jean. J'ai décroché. Allô. Ma voix était un tout petit murmure. Samantha, pourquoi tu ne répondais pas? Sa voix était aiguë et tendue. Elle ne ressemblait pas à ma mère. Elle semblait acérée. J'étais dans la salle de bain, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Répéta-t-elle. Je vais te dire ce qui se passe. Je viens de vivre l'expérience la plus humiliante de ma vie. Je restais silencieuse. Ton père et moi étions juste, tu sais, en train de ranger après Noël. Et j'ai trouvé cette enveloppe que ton grand-père m'a donnée, celle qu'il a donnée à ton père aussi. Nous en rions. Sa voix tremblait. Elle essayait de paraître décontractée, mais elle échouait. Nous nous sommes dit, oh, et puis zut, voyons voir quelle est la blague. Alors, j'ai appelé la banque, juste pour demander. Et le directeur a dit que les chèques avaient été bloqués. Il a dit que votre grand-père avait fait opposition au paiement hier matin. Elle parlait si vite. Elle était à bout de souffle. Il m'a humilié, Samantha. Il nous a laissés. Il. Comment a-t-il pu? Je ne dis toujours rien. Je ne savais pas quoi dire. As-tu parlé à ton grand-père aujourd'hui? Demanda-t-elle, sa voix soudainement froide et suspicieuse. Non. Pourquoi? Ne me mens pas, Samantha. Je ne mens pas, maman. Il y eut un long silence glacial. Je pouvais l'entendre respirer. Le directeur de la banque, dit-elle, sa voix maintenant dangereusement basse, a dit qu'un chèque était bien passé. Un gros. Ce matin. Elle fit une pause. Les nôtres étaient bloqués. Mais le tien est passé. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée. Il fait encore du favoritisme, cria-t-elle. Le volume soudain me fit sursauter. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis des années. C'était le son de mon enfance. Le son de l'eau renversée sur le canapé blanc. C'était de la jalousie brute et laide. Après tout ce que nous faisons pour lui, nous l'hébergeons. Nous prenons soin de lui. Nous.
Nous gérons sa vie. Et toi? Tu passes 2 fois par an et il te donne. Qu'est-ce qu'il t'a donné, Samantha? Maman, je. Combien, exigea-t-elle. Je ne pouvais pas le lui dire. Je ne le ferai pas. C'est ridicule, lança-t-elle. Je te passe ton père. J'entendis des bruits de lutte. J'entendis la voix en colère et étouffée de mon père. Donne-moi juste le téléphone, Denise. Samantha, aboya-t-il. Salut, papa. Ne me fais pas de « salut, papa ». Ta mère est hystérique. Tu aurais dû nous le dire. Te dire quoi, chuchotai-je. Que tu savais. Que tu savais que le chèque était vrai. Tu nous as trahis. Tu l'as encaissé, n'est-ce pas? Tu t'es précipité à la banque à la première heure ce matin, comme une petite. Une petite voleuse. Je n'ai pas. Il est vieux, samedi. La voix de mon père changea. Il essayait de paraître raisonnable maintenant. Paternel. La voix qu'il utilisait quand il essayait de gérer un problème. Il est vieux et il ne réfléchit pas clairement. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je pensais aux yeux de papy. Clair, triste, stable. Il joue à des jeux et tu es tombé dans le panneau. Et tu as créé un énorme problème pour cette famille. Je n'ai rien créé, dis-je. Ma voix était soudainement claire et froide. Écoute-moi, Samantha. Cet argent n'est pas le tien. C'est de l'argent de famille. Ton grand-père est confus. Tu dois venir ici et nous allons régler ça. Nous allons. Nous allons mettre l'argent sur un compte joint. Nous le gérons pour toi. C'est la seule chose juste à faire. Tu ne comprends rien aux finances. Tu le gaspillerais juste pour ton passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps, dis-je. Ce n'est pas négociable, cria-t-il. Tu as mis cette famille dans une position terrible. Tu aurais dû nous le dire. Vous vous en êtes moqué, dis-je, les mots sortant enfin. Vous ne l'avez même pas ouverte. Vous avez dit que c'était une blague. Il y eut un long, terrible silence. J'avais dit la vérité. La seule chose qu'il ne pouvait pas contester. La voix de mon père, quand elle revint, était plate et froide. Plus froide que je ne l'avais jamais entendue. C'est un vieil homme sénile, Samantha. Et tu es une fille très, très stupide. Il raccrocha. Je restais assise là, le téléphone toujours collé à mon oreille. La tonalité bourdonnait. Il est vieux. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je regardais le numéro sur mon compte en banque. Je regardais la boîte en bois sur mon bureau, celle que j'avais construite avec lui. L'argent ne teste pas les gens. La gratitude, si. Mes parents avaient tort. Je savais avec une clarté soudaine et terrible que mon grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Les 2 jours suivants furent les plus longs de ma vie. J'étais un fantôme dans mon propre appartement. Je ne répondais pas à mon téléphone. Je ne consultais pas mes emails. Mes parents appelaient encore, et encore, et encore. Leur nom clignotait sur l'écran, maman ou papa, et je regardais simplement, l'estomac noué, jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale. Ils laissaient des messages. Ceux de ma mère étaient d'abord larmoyants et suppliants. Samantha, ma chérie, s'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes juste inquiets pour toi. Ton père était en colère. Il ne le pensait pas. Nous voulons juste parler. Tout ceci est un malentendu. Ceux de mon père étaient différents. Ils étaient courts et colériques. Samantha, arrête ce comportement enfantin. Appelle-moi maintenant. Puis les SMS commencèrent. Nous savons que tu es là. C'est irresponsable. Tu es en train de déchirer cette famille. Moi. J'étais en train de déchirer la famille. Pas leur cupidité. Pas leur rire. Moi. J'ai éteint mon téléphone. Le silence était préférable, mais c'était aussi pire. Les 100 000 $ dormaient sur mon compte courant. C'était comme une bombe. J'avais peur d'y toucher. J'avais peur de le regarder. J'ai fait mes courses avec ma carte de crédit. Je ne voulais pas utiliser l'argent. Je n'avais pas l'impression que c'était mon argent. C'était comme une preuve. Je ne pouvais pas travailler. Je me suis assise à ma table de dessin et j'ai fixé une page blanche.
J'ai essayé de dessiner, mais mes mains tremblaient encore. Les couleurs semblaient toutes fausses. Tout semblait gris. J'étais seul. J'étais riche, je suppose. Et je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Le deuxième jour, je n'en pouvais plus. J'ai rallumé mon téléphone. J'ai ignoré la douzaine de nouveaux messages de mes parents. J'ai appelé la seule personne que je pouvais, Zoé. Sam, oh mon Dieu, tu es vivante? J'allais appeler la police. Zoé Harper, ma meilleure amie depuis l'université. Elle était mon opposée. Elle était bruyante, drôle, et elle n'avait peur de rien. Elle était avocate, une vraie, comme dirait mon père. Elle travaillait à l'aide juridique, aidant les gens qui n'avaient pas d'argent. Mes parents la détestaient. Ils disaient qu'elle était agressive et une mauvaise influence. Je ne vais pas bien, Zoé, chuchotais-je. Je sentais les larmes monter. Je n'avais pas encore pleuré. Où es-tu? J'arrive. Non, j'ai besoin de sortir d'ici. On peut se voir? Nous nous sommes retrouvés dans notre restaurant préféré. Il était vieux et sentait le café et le bacon. Je me suis assise dans une banquette au fond, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaude. Zoé s'est glissée en face de moi. Ses yeux sombres et perçants ont scanné mon visage. D'accord, dit-elle. Sérieusement. Tu as une sale tête. Commence par le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors je lui ai tout raconté. Le dîner, les rires, le faux chèque, le dégoût de mes parents, les yeux tristes de papy, ces mots, garde-le en sécurité. Zoé a juste écouté, son visage se crispant de plus en plus. Puis je lui ai parlé du lendemain matin. Le dépôt. Le chiffre. Les yeux de Zoé se sont écarquillés. 100 000 $, samedi, chut, dis-je en regardant autour de moi. Mon Dieu, chuchota-t-elle. Puis je lui ai parlé des appels téléphoniques. L'expérience humiliante de ma mère, les chèques bloqués, tu es une fille stupide, de mon père. Quand j'eus fini, je pleurais, juste des larmes silencieuses et fatiguées qui coulaient sur mon visage. Zoé était silencieuse. Elle fixait sa tasse de café. Zoé. Elle leva les yeux. Son visage n'était pas triste. Il était furieux. Zoé, non. Je vais les tuer, dit-elle, sa voix un grognement sourd. Je le ferai. Je suis avocate. Je peux trouver un moyen de le faire légalement. Tu déchires cette famille. Ce ne sont pas une famille, samedi. C'est une entreprise. Et tu viens de toucher à leur bilan. Ce n'est pas drôle, Zoé. Je ne ris pas, dit-elle. Je suis furieuse. Ils te traitent comme ça depuis toute ta vie. Comme si tu étais la bizarre, la cassée, juste parce que tu es décente. Et maintenant ton grand-père les met enfin au pied du mur. Il te montre enfin ce que tu vaux. Et il te traite de voleuse parce que tu es reconnaissante. Je ne sais pas quoi faire, chuchotai-je. J'ai si peur. Peur de quoi? Samedi. Ils ne peuvent rien faire. C'est ton nom sur le chèque. C'est sur ton compte. C'est ton argent. Fin du jeu. Il ne s'agit pas de l'argent, dis-je un peu trop fort. C'est lui. C'est papy. Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que je viens de lui causer des ennuis? Est-ce qu'il va bien? Et si mon père a raison? Et s'il n'est pas? Le visage de Zoé s'adoucit. Elle tendit la main sur la table et attrapa la mienne. Sa main était chaude et forte. Sam, regarde-moi. Ton grand-père est un génie. C'est le plus intelligent de toute cette histoire. Il n'est pas vieux et confus. Il est stratégique. Il savait exactement ce qu'il ferait. Il les a observés. Il t'a observé. Ce n'était pas un don d'argent, samedi. C'était un don de vérité. Je pris une profonde inspiration. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Rien, dit-elle. Tu vis ta vie. Tu rembourses tes prêts. Tu loues ce studio dont tu rêves. Tu l'utilises. C'est le meilleur merci que tu puisses lui faire. Et tu bloques les numéros de tes parents. Je ne peux pas faire ça.
D'accord, d'accord. Elle soupira. Pas à pas, attends juste. Attends le prochain coup. Je suis rentrée chez moi en me sentant, non pas mieux, mais plus forte. Zoé m'avait redonné du courage. C'est un génie. C'était un don de vérité. Je suis arrivé à mon appartement. J'ai vérifié ma boîte aux lettres et elle était là. Ce n'était pas une enveloppe commerciale. C'était du papier cartonné épais, lourd, de couleur crème. Mon nom, Samantha, était écrit sur le devant de l'écriture de mon grand-père. Cette écriture forte, claire, à l'ancienne. Mon cœur était de nouveau dans ma gorge. Ça y est. Je suis monté, mes clés tremblant dans ma main. Je me suis assise sur mon canapé. Je l'ai ouverte. Il n'y avait pas de lettres, pas d'explication, juste une seule carte aussi épaisse que l'enveloppe. C'était imprimé, pas manuscrit. Dîner, samedi, 19h. En dessous se trouvait l'adresse de sa maison, pas celle de mes parents. Sa maison. C'était tout. Mon sang se glaça. C'était le prochain coup. C'était la confrontation. J'ai appelé Zoé. Il m'a invité à dîner, dis-je. Samedi. D'accord, dit-elle, sa voix prudente. Juste toi? Je pense que oui. Il y a juste l'heure et le lieu. Et alors, dit Zoé, sa voix prenant ce ton d'avocate. Tu penses qu'il va les confronter? Est-ce qu'il les aura là-bas? Est-ce une embuscade? J'ai regardé la carte simple et élégante. Dîner, samedi, 19h. J'ai pensé au chèque bloqué. J'ai pensé aux 100 000 $ sur mon compte en banque. J'ai pensé aux décennies d'observation, d'écoute et de test. Un sentiment calme, froid et triste s'est installé en moi. Non, Zoé, dis-je doucement en fixant la carte. Je ne pense pas qu'il va les confronter. Alors quoi? Je pense qu'il l'a déjà fait. Je pense. Je pense que le test est terminé. C'est lui qui annonce les résultats. Le trajet jusqu'à la maison de mon grand-père, le samedi soir, fut le plus solitaire de ma vie. Ma petite voiture semblait minuscule sur les larges routes sombres qui menaient à son quartier. Mes parents vivaient dans un quartier neuf et tape à accent Graveleuil. Papy vivait dans la vieille partie, originellement riche, de la ville. Sa maison n'était pas une boîte moderne en verre et blanc comme celle de mes parents. C'était une maison en briques vieilles de 30 ans, solide, intemporelle et authentique. Elle était en retrait de la route, cachée par de vieux et immenses chênes. J'ai garé ma voiture derrière une rangée d'autres voitures bien plus chères. J'ai reconnu la Mercedes argentée de mes parents. Mon estomac s'est noué. Ils étaient là. Ce n'était pas seulement l'annonce des résultats. C'était une exécution, et je ne savais pas si j'étais l'invité d'honneur ou le plat principal. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai pensé à faire demi-tour. J'ai pensé à monter dans ma voiture, à retourner à Portland, et à ne plus jamais parler à aucun d'entre eux. Mais j'ai pensé à Papy, à ses yeux tristes. Garde-le en sécurité. Je devais aller jusqu'au bout. J'ai sonné. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Ce n'était pas Papy. C'était sa gouvernante, Maria. Elle travaillait pour lui depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle m'a souri, un sourire chaleureux et sincère. Samantha, il vous attend dans le bureau. Est-ce que mes parents sont là, chuchotai-je. Le sourire de Maria s'est effacé. Ils sont dans la salle à manger, dit-elle, et son ton m'a tout dit. Elle m'a conduite dans le couloir. La maison de mes parents n'était que murs blancs et lumière vive et dure. La maison de Papy était chaleureuse. Les murs étaient tapissés de livres. Les sols étaient en bois sombre, recouverts de vieux et beaux tapis. Ça sentait les vieux livres, le cirage à bois et la légère odeur sucrée de son tabac à pipe. Ça sentait la maison. Elle a ouvert les portes du bureau. Papy Walter était assis derrière son immense bureau sombre. Il ne travaillait pas. Il était juste assis là, les mains jointes, à m'attendre. « Bonjour, Samantha, dit-il. » Sa voix était calme. « Papy, dis-je. » Je voulais courir vers lui. Je voulais pleurer. Je voulais lui poser 1 million de questions. Je suis juste resté là. « Tu as l'air nerveuse, dit-il. » Je le suis.
Ne le sois pas, dit-il. Tu n'as rien fait de mal. Assieds-toi. Je me suis assise dans le grand fauteuil en cuir en face de son bureau. Il m'a regardé, ses yeux clairs et perçants. Tu as reçu mon invitation? J'ai hoché la tête. Ils sont là, n'est-ce pas? Oui, dit-il. Ils sont là. Maintenant, avant que nous n'y allions, je veux que tu saches quelque chose. Ce qui se passera dans cette pièce ce soir n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton problème. C'est entre eux et moi. C'est comme ça depuis 30 ans. Ton seul travail ce soir est d'être silencieuse et d'être authentique. Peux-tu faire ça? Être authentique? Sois juste toi-même, samedi. C'est tout ce que tu as toujours été. C'est tout ce que j'ai toujours demandé. Il se leva. C'était un vieil homme, mais il se tenait droit. Il avait l'air puissant. Il portait un costume sombre, pas son vieux pull habituel. Allons dîner, dit-il. Il posa sa main sur mon dos et nous sortîmes du bureau. Nous avons traversé le couloir jusqu'à la salle à manger. J'avais l'impression de marcher dans un mauvais rêve. Mes parents se tenaient près de la cheminée. Ils ne parlaient pas. Ma mère, Denise, portait une robe noire trop chère. Son sourire était raide. Il était si tendu que je pensais que son visage allait se fissurer. Ses yeux étaient rouges. Mon père, Charles, se tenait les mains dans les poches, fixant la cheminée éteinte. Son visage était crispé de colère. Il était d'un rouge sombre et marbré. Ils se sont tous les deux retournés quand nous sommes entrés. Les yeux de ma mère se sont posés sur moi. Son sourire a vacillé. Samantha, tu es venue? Elle a regardé papy. Papa, c'est une surprise. Vraiment, a dit papy, la voix calme. Il s'est dirigé vers le bout de la table. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mes parents se sont assis d'un côté. Je me suis assise de l'autre, seule. Papy est resté debout au bout de la table. Il ne portait pas de plat. Il portait un mince dossier. Un dossier juridique en carton beige. Il l'a posé sur la table devant lui. Le son était doux, mais il a résonné dans le silence. Vous trouverez chacun votre nom sur ces papiers, a-t-il dit. Il n'a pas regardé le dossier. Il a regardé mes parents. La voix de ma mère s'est brisée. Elle a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration. Tu nous as humiliés, papa, a-t-elle crié, sa voix montant. Tu as bloqué nos chèques. Tu nous as fait passer pour des idiots, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, Denise? A demandé papy. Sa voix était toujours calme, toujours posée. Elle a transpercé ses sanglots comme un couteau. Elle s'est arrêtée. Nous avons bien bloqué les chèques, a dit papy en hochant la tête calmement. C'est moi. Il a regardé ma mère. Il a regardé mon père. Pendant 30 ans, je vous ai tout donné. Une maison, des voitures, un travail que tu ne fais pas, une pension pour une femme de ton âge. J'ai donné, et vous avez pris, et vous n'avez pas une seule fois, dit merci en le pensant. Ce n'est pas vrai, a dit mon père, retrouvant sa voix. À Noël, a continué papy comme si mon père n'avait pas parlé, je vous ai fait un dernier cadeau, un simple test. Je vous ai donné la même chose que j'ai donné à Samantha. Mes parents m'ont tous les deux regardé. Le regard de ma mère était du pur poison. Je vous ai donné un chèque. Un vrai, un cadeau. Et vous avez ri. Vous vous êtes moqué de moi. Vous l'avez jeté sur le buffet avec les ordures. Tu as levé les yeux au ciel, Denise. Tu as eu un sourire narquois, Charles. Vous m'avez traité de blague. Sa voix était si calme. C'est ce qui la rendait si terrifiante. Il ne criait pas. Il ne faisait qu'énoncer des faits. Vous vous êtes moqué d'un cadeau. Donc, vous vous êtes moqué de moi. C'était un test, a crié mon père en frappant du poing sur la table. Les verres en cristal ont vibré. Un jeu de vieil homme malade et tordu. La vie est un test, Charles, a dit papy. Tu as échoué. Et elle, a hurlé mon père en me montrant du doigt. La veine sur son front était violette. Tu l'as récompensé pourquoi? Pour n'avoir rien fait.
Pour être un échec. Pour avoir gâché son potentiel. Elle n'a rien fait. La pièce était silencieuse. Je sentais tous leurs yeux sur moi. Je me sentais petite. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 12 ans, dans le pull rouge qui gratte. J'ai regardé mon grand-père. Il regardait toujours mon père. Elle a tout fait, a dit papy, sa voix si calme, si pleine de puissance que j'ai failli pleurer. Elle a tout fait, a-t-il répété. Elle a écouté. Quand je parlais, elle écoutait. Quand je lui ai appris, elle a appris. Elle travaille. Elle construit. Elle se respecte. Elle a dit merci pour un cadeau dont elle ne savait même pas qu'il était réel. Il a tourné ses yeux clairs et stables vers moi. Elle n'a pas ri. Le silence qui suivit. Il était sacré. C'est le seul mot pour le décrire. C'était le son d'un mensonge de 30 ans qui mourait enfin. C'était le son de la vérité qui remplissait une pièce. Le visage de mon père était blanc. Ma mère était complètement, totalement silencieuse. La bouche ouverte. Ils n'avaient plus rien à dire. Il leur avait enlevé tous leurs mots. Mon grand-père, Walter Reed, ne bougea pas. Il se tenait au bout de sa table, un roi dans sa propre maison. Le poing de mon père était toujours sur la table. Le visage de ma mère était pâle et marbré. Papy prit le fin dossier beige. Il l'ouvrit. Il le fit glisser sur la table en bois poli. Il s'arrêta juste devant moi. « C'est à toi, Samantha, dit-il. » Je baissai les yeux. Mes mains étaient sur mes genoux. J'avais peur de le toucher. Mon père se pencha en avant, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore des jeux ? » Je posai mes mains sur le dossier. Je l'ouvris. Ce n'était pas un chèque. C'était page après page de documents juridiques. Mes yeux balayèrent les mots. Je ne les comprenais pas tous. J'ai vu « Dernière volonté et testament de Walter Reed ». J'ai vu « Procuration durable ». J'ai vu « Transfert de acte de propriété ». J'ai vu « Statut de la société Reed Construction ». Et sur chaque page, aux endroits pour « exécuteur testamentaire », « bénéficiaire » ou « fiduciaire », j'ai vu mon nom, Samantha Reed. Mon souffle m'a quitté. Ce n'était pas les 100 000 $. C'était tout. C'était l'entreprise, la maison, le trust. Qu'est-ce que c'est ? A chuchoté ma mère. Elle était pâle. Elle avait l'air malade. Qu'est-ce que c'est, Samantha ? A-t-elle demandé à nouveau, sa voix montant. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste regardé mon grand-père. C'est ma succession, Denise, a dit papy calmement. C'est mon héritage. Vous ne pouvez pas faire ça, a balbutié ma mère. Vous ne pouvez pas, Charles. Charles est votre fils. C'est le vice-président. C'est à lui. Charles a un titre, a dit papy. Il n'a pas le poste. Il n'a jamais fait le travail. Il a un salaire, que j'ai payé. Vous ne pouvez pas faire ça, a rugi mon père. Il s'est levé, sa chaise raclant violemment sur le parquet. Je suis votre fils. C'est une enfant. Elle ne sait rien. Elle sait comment travailler, a dit papy. Elle sait comment écouter. Elle sait comment construire. C'est illégal, a crié mon père. Vous êtes vieux. Vous êtes sénile. Elle vous a piégé. Elle vous a manipulé. Il regardait autour de la pièce, désespéré, comme s'il cherchait quelqu'un pour être d'accord avec lui. Vous n'allez pas bien, papa. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide. Nous allions vous faire aider. Ma mère a embrayé. Oui, papa. Vous ne réfléchissez pas clairement. Ce test, ce n'est pas normal. Nous sommes inquiets pour vous. Ils essayaient de lui prendre son pouvoir. Ils essayaient de le faire passer pour fou. J'ai regardé, horrifié, comment ils tentaient de retourner la situation contre lui. Papy les a juste regardés. Il les a laissés parler. Il a laissé mon père fulminer. Il a laissé ma mère pleurer ses fausses larmes inquiètes. Il a laissé le silence s'étirer après qu'ils aient fini. Après qu'ils aient dit toutes les choses laides et désespérées. Mon père respirait fort.
Sa veste de costume était remontée. Ma mère s'éponguait les yeux avec une serviette. Son visage un masque d'inquiétude. Papy a attendu. Puis il a parlé. Et sa voix n'était pas celle d'un vieil homme sénile. C'était la voix de l'homme qui a bâti une entreprise à partir d'un seul camion. C'était de l'acier. Je ne suis pas malade, Charles. Je ne suis pas confus, Denise. Je n'ai jamais vu aussi clairement de toute ma vie. Il a regardé mon père. Il a regardé ma mère. Je l'ai déjà fait, a-t-il dit. Ma mère avait l'air confuse. Fait. Fait quoi? Vous avez dit que je ne pouvais pas faire ça, a dit papy. Je vous le dis. Je l'ai déjà fait. Les papiers sont signés. Ils sont déposés. Mon avocat, M. Miller, a les originaux. Ce sont vos copies. C'est fait. Le visage de mon père. Il s'est effondré. La colère, l'arrogance, tout a simplement disparu. Il avait l'air vieux. Il avait l'air faible. Il ressemblait à une pièce vide. Il s'est laissé retomber dans sa chaise. Mon père a commencé à parler. Il a ouvert la bouche. Un petit son est sorti. Mais. La voix de papy a fendu l'air. Elle n'était pas forte. Elle était finale. Il a regardé son fils. Il a regardé sa belle-fille. Maintenant, je sais qui est authentique. C'était ça. Cette phrase. C'était juste 5 mots. Mais c'était la fin. Cela a mis fin à tout ce qui était faux dans cette pièce. Cela a mis fin à 30 ans de mensonges. Cela a mis fin à l'image parfaite. Cela a mis fin au travail acharné. Cela les a anéantis. Ma mère s'est levée. Ses mouvements étaient raides, comme ceux d'un robot. Elle a pris son sac à main. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé papy. Elle s'est juste dirigée vers la porte. Mon père est resté assis une seconde de plus. Il a regardé le dossier devant moi. Il a regardé son père. Ses yeux étaient remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la haine. Une haine profonde, froide et vide. Puis il s'est levé, a redressé sa veste de costume, et a suivi sa femme hors de la pièce. Nous sommes restés assis là. Nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Nous l'avons entendu claquer. Le claquement a résonné dans la grande maison, silencieuse et solide. Et puis, il y a eu la paix. Nous sommes restés assis dans le silence. Je fixais toujours le dossier ouvert. Exécuteur testamentaire, fiduciaire, Samantha Reed. Mes mains tremblaient. J'étais riche. J'étais responsable de tout. J'ai regardé mon grand-père. Il était toujours debout. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air vieux. Mais il avait l'air libre. Il a laissé échapper un long souffle. On aurait dit qu'il l'avait retenu pendant 30 ans. Eh bien, dit-il, sa voix douce maintenant. Je suppose que Maria a gardé le dîner au chaud. Il s'assit. Il prit la petite cloche près de son assiette et la sonna. Je le fixais simplement. Papy, chuchotai-je. Ma voix était brisée. Je ne peux pas quoi, demanda-t-il. Je ne sais pas comment faire ça. L'entreprise, le trust. Je suis designer. Je peins des murs. Je ne sais pas comment diriger une entreprise de construction. Maria entra, poussant un chariot. Elle n'eut pas l'air surprise que mes parents soient partis. Elle commença simplement à disposer les assiettes. Poulet rôti, légumes, pain chaud. Papy me regarda. Il sourit. Un vrai sourire chaleureux. Je t'ai appris à construire une table, n'est-ce pas? Oui, mais... Tu as commencé avec un tas de bois. Tu as mesuré. Tu as coupé. Tu as appris les assemblages. Tu as appris la structure. C'est la même chose, samedi. Juste une plus grande table. Il mit un morceau de poulet dans mon assiette. Nous engagerons des gens pour faire les parties que tu ne connais pas. Toi, tu seras juste la patronne. Tu seras juste authentique. Tu t'en sortiras très bien. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour l'être. Nous avons dîné.
Juste nous deux, à cette longue table polie. Nous n'avons pas parlé d'argent. Nous n'avons pas parlé de mes parents. Nous n'avons pas parlé du dossier, que j'avais refermé et posé sur la chaise à côté de moi. Il m'a posé des questions sur mon travail. Parle-moi de ce projet sur lequel tu travaillais, a-t-il dit. Celui pour la nouvelle famille dans le petit appartement, la chambre de bébé. C'est ça. Et donc je lui ai raconté. Je lui ai raconté comment j'avais construit un berceau avec des tiroirs de rangement en dessous. Je lui ai parlé de la couleur que j'avais trouvée. Un jaune doux qui donnait à la petite pièce une sensation d'ensoleillement et de grandeur. Il a écouté. Il a hoché la tête. Intelligent, a-t-il dit. Bonne structure. Nous avons parlé des plantations de printemps. Il voulait planter de nouveaux rosiers le long de l'allée principale. Je lui ai dit quelles couleurs je pensais qui seraient les plus belles. Nous avons parlé comme nous l'avions toujours fait. Après le dîner, nous avons pris un café dans le bureau. Avant que je ne parte, il m'a accompagné jusqu'à la porte. J'ai peur, papy, ai-je dit, la voix basse. Je sais, a-t-il dit. Il a posé sa main lourde et chaude sur mon épaule. C'est pour ça que je sais que tu es la bonne personne. Ceux qui n'ont pas peur. Ce sont eux le problème. Il a sorti de sa poche un petit morceau de papier plié. Pas un chèque, juste un mot. Lis ça plus tard, a-t-il dit. Il m'a serré dans ses bras. Conduis prudemment, samedi, je suis rentré chez moi. Je me sentais engourdi. J'avais l'impression de flotter. Je suis arrivé à mon appartement. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai ouvert le mot. Son écriture. L'argent change de main tous les jours. Le respect, une seule fois. J'ai pleuré. J'ai enfin pleuré. Pas pour mes parents. Pas pour l'argent. J'ai pleuré pour lui. Pour sa longue vie solitaire à regarder sa famille se transformer en imposteur. J'ai pleuré parce qu'il m'avait vu. Une semaine plus tard, j'étais assise dans un grand bureau poli. Le panneau sur la porte indiquait « Miller, Grant et Associés ». Grant Miller était un homme aimable avec des lunettes et un sourire doux. Il ressemblait un peu à mon grand-père. Votre grand-père est un homme très intelligent, Samantha, a-t-il dit alors que je signais mon nom. Page après page. Il a mis beaucoup de confiance en vous. Je sais, ai-je dit. Ma main était ferme. Les chiffres n'avaient pas d'importance. L'argent n'était que de l'argent. C'était un outil. C'était un résultat. La leçon importait. Je suis toujours designer. J'ai un studio maintenant, un beau. J'engage d'autres jeunes designers et je les paie bien. Je suis aussi la patronne de Reed Construction. Je suis assise à une grande table dans une salle de conférence. J'écoute. J'apprends. Je prends des décisions. C'est juste une plus grande table. Je n'ai jamais eu de nouvelles de mes parents. Pas directement. Leurs avocats ont envoyé des lettres, bien sûr. Ils ont essayé de contester le testament. Ils ont dit que papy était sénile et sous influence indue. Mais papy était intelligent. Il documentait sa lucidité depuis des années. Il avait des lettres de médecin. Il avait des vidéos. L'affaire a été classée. Ils ont perdu. Ils ont tout perdu parce qu'ils avaient déjà perdu. Ils pensaient que le chèque était faux. Mais la seule chose fausse dans cette maison, ce soir de Noël, c'était leur amour. Je passe encore en voiture devant cette première banque parfois, celle où j'ai fait le dépôt. Je me souviens de la sensation, des mains tremblantes, de l'angoisse. Et je me souviens de l'appel qui a tout changé. Ce n'était pas l'appel de la banque me disant que l'argent était réel. C'était l'appel de mon père me disant que j'étais une fille stupide. C'était ce moment. Le moment où j'ai su qu'il avait tort. Le moment où j'ai su que mon grand-père avait raison. Le moment où j'ai enfin compris ce que je valais, et que la décence, silencieuse, simple et authentique, valait finalement plus que des dollars.